Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul ce matin. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le brin d'histoire. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Hier, j'ai regardé encore Pretty Woman. Ah, l'amour, c'était bien avant, hein? Ouais, mais c'est un peu tiré par les cheveux quand on voit aujourd'hui, hein, parce qu'on un parle du grand principe film. que c'est un homme d'affaires qui croise une prostituée. Et donc, Ouais, aujourd'hui, mais en fait, faut contextualiser les choses. Elle n'était pas vraiment encore dans le métier. C'était le premier jour, le premier client. disons que la grande force de Pretty Woman, c'est que dans les années 90, c'était une espèce de remake de Cendrillon, en quelque sorte. Ouais, Une jeune c'était un fille genre de issue d'un Cendrillon. Voilà, d'un milieu modeste et qui tombe sur un prince charmant et qui ensuite finit par Un vrai l'épouser. prince charmant. Hein. Voilà, Pour donc, être charmant, il était vraiment. Il était prince. Et Voilà, bourré de fric, il y à a la un fois peu cette charmant. réminiscence-là des contes du conte Cendrillon qui explique aussi, selon moi, en partie. Non, mais c'est quand même un Là, grand là. film. En Oui, ce qui oui, non, concerne les émotions, ça n'enlève rien à la qualité du film, à la qualité des acteurs. Richard Gere, comment il s'appelle? Julia Roberts. Julia Roberts, ça n'enlève rien à la qualité de la réalisation. C'est un classique du film des D'amour. comédies d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est bien. Mais quand on regarde dans le fond, C'était trop angélique. voilà, si on fait aussi un peu d'autocritique, c'est vrai qu'il faut aider les gens qui sont dans... Il n'y a pas de... Disons que il y a même des prostituées ont droit au respect, même les prostituées ont droit à l'amour. Voilà, c'est un peu ça le message. Mais dans notre société de plus en plus conservatrice, ça devient de plus... Une telle histoire a peu de chances de se réaliser. Ah bon? À mon avis, oui. Ah, ça, vraiment, c'est le contraire, hein, Jean-Paul. C'est ce qu'on Pourquoi? voit tous les jours sur les réseaux sociaux. René Ruth bouge la tête en signe de... Voilà. Ah, d'accord. René Ruth valide. Elle valide. elle Peu de valide. gens aujourd'hui pourraient accepter officiellement d'épouser une femme dont ils savent le passé un peu tumultueux. Elle n'avait aucun passé, si on Non. reste dans le contexte du film. Oui. C'était son premier jour. Elle voulait se lancer dans une initiative parce qu'elle était débordée. Bon, la vie n'avait pas... Premier jour, c'est le prié travail, pour non? elle. Voilà, elle a été. C'est dans ce cadre-là qu'elle a rencontré son prince charmant. C'est ce que je veux dire. Voilà, on a un peu édulcoré, on a un peu arrangé en disant c'est le premier jour. Bon, bref, mais ça ne change rien au fond de l'histoire, qui est quand même une espèce de Cendrillon des temps modernes. Et c'est ça, en réalité, qui a touché les gens. D'accord? Avec, bien entendu, un jeu des acteurs exceptionnel, une très bonne réalisation, une très bonne BO de film aussi, une bande originale. Ouais, une très bonne Voilà. bande originale. Voilà. Jean-Paul, le brin d'histoire, on va combien d'années en arrière? On va pas loin, on va à peu près une soixantaine d'années. Mhm. Hein? Mais on va parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de jeux et de jeux de société. D'accord? Là, tu veux nous parler du Monopoly? Oui, on va parler du Monopoly qui a été pas créé, qui n'a pas été inventé le 7 mars 1966, mais disons que le 7 mars 1966 a été mise en vente pour la première fois la forme actuelle du Monopoly telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis lors, il s'en est vendu plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde, mais la version du Monopoly que nous utilisons aujourd'hui là maintenant, enfin à partir, disons qu'en 2015, il va y encore avoir de gros changements à travers, dans les règles du jeu et dans la présentation même du jeu. Il faut savoir que donc entre 1966 et 2015, le jeu était relativement le même, sauf que bon, en fonction des pays, des langues et autres, il y avait quelques petites adaptations qui avaient été faites. Mais après 2015, il va y avoir toute une multitude de variations de Monopoly, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Mais pour comprendre le jeu en lui-même, le concept reste le même. Alors, pour revenir à l'histoire du Monopoly, il faut d'abord aller en 1902 et s'intéresser à une femme qui s'appelle Elizabeth McGee, qui est évidemment méconnue aujourd'hui et qui est en réalité la réelle inventrice du concept du jeu du Monopoly. Alors, elle a inventé un jeu qui s'appelle The Landlord's Game, ou le jeu du propriétaire. Alors, ce jeu-là était très simple. Il consistait à avoir un territoire sur lequel il s'agissait pour les joueurs d'acheter un maximum de terrain. D'accord? Et donc, il y avait deux objectifs. Il y avait soit un objectif de coopératif, c'est-à-dire que des joueurs se mettaient ensemble pour acquérir un maximum de terrain, d'accord? Et donc vivre ensuite des rentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une activité sur son terrain, eh ben, la personne touchait un loyer. Ou bien, il y avait l'autre objectif, c'était qu'un joueur essaye par la persuasion, par la négociation, par la ruse, essayer d'accaparer un maximum de terrain et donc de prendre la totalité
voire même du territoire, en imposant des taxes et autres, et en gonflant le prix des loyers. Mais derrière cette volonté, en fait, Elizabeth Maggie, elle est une universitaire, et puis elle avait commencé à se dire que elle voulait en réalité critiquer les concepts économiques qui étaient très en vogue au début des années 1900. Alors, ces concepts économiques, c'était notamment la théorie, la pensée de Henri Georges sur la proposition de l'impôt unique et les privilèges économiques, et puis aussi, c'était surtout pour critiquer la rente de situation qui avait été définie par Ricardo. Ricardo qui est un grand économiste du 19e siècle. Et donc, c'est surtout ces deux théories économiques-là qu'elle jugeait totalement désuètes, parce qu'il faut savoir qu'en 1902, la plupart des gens, notamment en Angleterre, avaient pour objectif de s'enrichir à travers l'acquisition de terrain. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on achetait, quand on avait un peu d'argent, on achetait un terrain et puis on le mettait soit en friche, c'est-à-dire que les paysans pouvaient venir travailler dessus et on touchait un loyer, soit une entreprise pouvait venir louer les terres pour mener une activité économique, installer une usine, etc. Donc, ou bien on pouvait construire des logements dessus et les mettre en location. Donc, bref, c'est-à-dire que Ricardo, lui, il a toujours estimé que le meilleur investissement, c'était l'investissement foncier. Et donc, Elizabeth Maggie voulait, elle contestait cette idée-là et elle voulait par le biais du jeu et par le biais du divertissement, permettre à ce que les individus fassent eux-mêmes la démonstration, se fassent eux-mêmes l'idée que ce sont des théories économiques qui sont totalement injustes. Parce que s'accaparer des terres, c'est aussi empêcher que d'autres en aient et donc vous priver aussi à d'autres concitoyens d'un certain nombre de privilèges, notamment celui lié à la jouissance du foncier. Donc c'était ça l'objectif premier d'Elizabeth Maggie lorsqu'elle élabore le concept de Landor's Game, encore appelé le jeu du propriétaire foncier. Pardon. Et donc, en 1904, elle décide donc, pour protéger son invention, elle décide donc de faire un brevet. Donc, elle enregistre au bureau des brevets et elle va commencer à vendre son jeu. Et étonnamment, le jeu va prendre. Disons que le jeu va se populariser, mais disons que ce n'est pas le jeu en réalité qui va se populariser. Disons le concept va se populariser parce que, comme on va voir que ça marchait, plusieurs éditeurs de jeux vont faire des jeux similaires. C'était pas la même chose parce que son jeu était protégé par un brevet, mais d'autres vont commencer à essayer d'imaginer des jeux qui avaient des concepts assez proches du sien. Et donc, durant près de 30 ans, ce jeu-là, de Landor's Game, va se populariser jusqu'à tomber entre les mains de deux vendeurs de jeux, deux éditeurs de jeux un éditeur en particulier qui s'appelait Parker Brothers, et c'est Parker Brothers qui lui va racheter les droits de Landor's Game à Elizabeth Maggie et qui va changer le nom du jeu et qui va ensuite l'appeler Monopoly. Alors Monopoly pour monopole. Donc, et il va un peu changer quelques règles du jeu, c'est-à-dire qu'il va y ajouter un certain nombre de cases, notamment aller en prison, etc. Et puis, il va définir un jeu beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, un peu plus agressif. C'est-à-dire que l'objectif, parce que c'est 4 joueurs, l'objectif pour chaque joueur, c'est d'accumuler le maximum de terrain, d'y mettre un maximum d'investissement, que ce soit immobilier, des hôtels, des maisons, etc., afin de bénéficier d'un plus grand nombre de rentes et donc ainsi appauvrir ses adversaires. Et donc, par la suite, on gagne en richesse. Et plus on accumule de richesse, plus on appauvrit les autres. Et donc, et en fin de partie, une fois qu'on a conquis l'ensemble des terrains qui sont dans le jeu, celui-là remporte la partie. Donc, c'était ça le principe. Donc, ce principe qui va être ensuite, ce principe qui va être modifié par les Parker Brothers, à partir de 1933, ils vont acquérir donc les jeux, donc ils vont racheter pour la modique somme de $500 à l'époque. Parker Brothers va racheter le jeu Landor's Game à Elizabeth Maggie et changer le nom et quelques règles en Monopoly. Ensuite, ils vont vendre le jeu jusqu'à ce que un autre éditeur plus important, lui, va véritablement flairer la chose. Et donc, ce jeu-là qui était
relativement, je dirais, très populaire aux États-Unis, Charles Darrow, lui, va sentir, il va se flairer la chose, et donc à partir de là, il va racheter donc le jeu à Parker Brothers, et donc à partir de 1966, il va conceptualiser, il va modifier en quelque sorte le jeu pour lui donner la configuration qui était la plus célèbre aujourd'hui. Et donc c'est cette configuration-là qui va être adoptée jusqu'en 2015, donc la configuration que l'on connaît du Monopoly. Et à partir de là, Charles Darrow va véritablement populariser le jeu à travers la planète. Et c'est là où, véritablement, il y a son empreinte. C'est lui qui va, par le biais de son entreprise, permettre à ce que le Monopoly se décline dans plusieurs langues, que ce soit en japonais, en coréen, en chinois, en français, en anglais, en swahili, tout ce que vous voulez comme langue, en portugais, en espagnol. Et c'est lui qui va véritablement donner une envergure planétaire à ce jeu-là. Et la pauvre Elizabeth Maggie, il ne faut pas oublier que lorsqu'elle va voir déjà que les Parker Brothers, lui, il va commencer à véritablement gagner de l'argent parce que c'est lui qui va rendre le jeu très, très, très populaire aux États-Unis. Le jeu était connu, l'Ender's Game était connu, mais il était celui qui va véritablement en faire un business, c'est Parker Brothers. Et donc, Elizabeth Maggie, elle, lorsqu'elle va se rendre compte de son erreur, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'en 1933, elle avait vendu les droits de son jeu pour la modique somme de $500, lorsqu'elle va essayer de tenter de récupérer les droits de son jeu, malheureusement, elle ne parviendra pas. Et donc, le jeu va définitivement tomber entre les mains de Parker Brothers, qui, en 1966, va le revendre à Charles Darrow. Et c'est Charles Darrow qui, de manière totalement injuste en réalité, est considéré comme étant le fondateur du Monopoly. Non. Même lorsque vous allez sur le site du jeu Monopoly, lorsqu'on raconte l'histoire du Monopoly, on commence par Charles Darrow. Non, Charles Darrow n'est pas l'inventeur du Monopoly. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'américaine Elizabeth Maggie qui, en 1902, en a eu l'idée, elle en a fait le concept, elle a breveté 2 ans plus tard, en 1904, avant de le vendre quelques années plus tard, 30 ans à peu près, en 1933, à Parker Brothers, qui, lui, en 1966, encore 30 ans plus tard, va le revendre à Charles Darrow, qui est le fondateur de l'entreprise Hasbro, qui est très connu dans les jeux de société, même dans les jeux vidéo. Et donc, c'est l'entreprise Hasbro qui a les droits du Monopoly jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2015, Hasbro, donc l'entreprise fondée par Charles Darrow, va faire un véritable lifting du Monopoly. Et ils vont faire plusieurs variétés de Monopoly. Il y a ce qu'on appelle un Monopoly Monde. En fait, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on va essayer d'adapter le Monopoly au principe de toutes les transactions financières que l'on peut faire aujourd'hui. Donc, au lieu de se limiter, par exemple, au foncier, vous avez des variations du Monopoly qui jouent sur la monnaie, vous avez des variations du Monopoly qui jouent sur les obligations d'État, donc des dettes d'État ou bien des actions, les ventes d'actions. Vous avez des Monopoly aussi qui jouent à l'échelle des villes, vous avez des Monopoly qui jouent à l'échelle des pays, et vous avez même un Monopoly qu'on appelle le Monopoly Monde qui joue à l'échelle de la planète tout entière. Donc l'idée ici, c'est de familiariser les joueurs aux réalités des échanges, aux réalités de la négociation, aux réalités des transactions, aux réalités des échanges commerciaux. Et derrière aussi, c'est d'essayer d'aguerrir les gens, d'affûter les gens, de développer, notamment chez les enfants, un certain flair. Vous avez en Chine, le Monopoly est un jeu qui a énormément de succès parce que les familles aisées chinoises estiment que c'est un excellent moyen pour commencer à préparer le cerveau de l'enfant à faire ce qu'il devra faire demain, c'est-à-dire à négocier, à négocier des transactions, à négocier des accords, parfois à faire preuve de persuasion, de bluff, etc. Donc ça, pour certains hommes d'affaires, certaines familles aisées, ce qui explique le grand succès du Monopoly en Chine, c'est que ceux qui pratiquent ce jeu-là estiment que ça développe ces capacités-là qui seront indispensables pour les futurs hommes d'affaires. Donc aujourd'hui, comme je le dis, le Monopoly, c'est maintenant le jeu de société le plus diffusé à travers la planète. Plus de 200 millions d'exemplaires vendus jusqu'à ce jour. C'est de loin le jeu de société véritablement le plus connu et le plus joué sur la planète. Voilà. C'était avant. Ça, c'était avant, oui, jusqu'en 2015-2016. Mais c'est un jeu qui reste encore
extrêmement populaires. Bien entendu, il faut savoir que l'utilisation des jeux de société aujourd'hui a été un peu supplantée par l'arrivée des jeux vidéo. Et ensuite, maintenant, avec l'Internet, des jeux sur des plateformes les jeux en ligne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Hasbro, qui est aussi dans l'univers du jeu en ligne, on n'a pas encore vu, et je pense que certainement dans un futur proche, cela se fera, on aura peut-être la possibilité de jouer une espèce de Monopoly à l'échelle planétaire par le biais de l'Internet, dans lequel il y aura évidemment des transactions, et cela va demander un certain nombre de réalités. Donc, on va jouer sur la monnaie, on va jouer sur la législation foncière ou la législation en matière de commerce à travers les États ou à l'intérieur d'un pays. Donc, tout ça, évidemment, mais aussi, il faut savoir qu'étant donné que les règles essaient d'adapter à la vie réelle un jeu tel que le Monopoly demande de se confronter à la complexité de la vie, à la complexité des règles, des échanges entre les individus. Et ça, c'est ce qui va rendre véritablement ce challenge-là particulièrement intéressant. Mais personnellement, je ne désarme pas. Je crois que dans un avenir proche, Hasbro va mettre sur le marché une espèce de Monopoly géant numérique. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur le brin d'histoire. On partait 60 ans en arrière pour parler du jeu du Monopoly. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,